Bonjour, chers téléspectateurs de Mandé TV. Bienvenue à notre émission Boulevard des écrivains d'aujourd'hui. Et Boulevard des écrivains, aujourd'hui, accueille sur le plateau Madame Sadia Touré. Sadia Touré, elle est une jeune, très jeune écrivaine, donc une trentaine d'années, même pas, 26 ans. Alors, Sadia Touré est née à Tombouctou et elle va faire son petit bonhomme de chemin. Et donc, elle va... Son premier roman, commençons par là, le premier roman, c'est alors Être une femme ambitieuse au Mali. Ouais. Et déjà à cet âge, celui-ci est son deuxième roman. Sadia Touré est une femme très active, surtout dans le domaine des droits des femmes, des enfants, et une activiste vraiment. Sadia Touré, on peut dire qu'elle a un parcours plus ou moins précoce, parce que membre du Parlement des enfants, alors, et fondatrice d'une association, Mali Women and Youth, et ainsi de suite. Donc, le PNUD, l'ODD, la CEDEAO, et même l'Université de Kansas. Sadia Touré, parlez-nous un peu plus de vous. Qui êtes-vous? D'accord. Merci beaucoup pour l'invitation et merci de me recevoir aujourd'hui sur ce plateau. Donc, juste pour... je suis née à Bamako, mais mon père est originaire de Tombouctou et ma mère est originaire de Monipe-Bougou. Donc, mais j'aime bien Tombouctou, j'aime bien revendiquer cette partie de moi. Et voilà, donc vous allez remarquer que voilà, j'ai beaucoup d'attaches dans le milieu rural. Donc, et ça, c'est vraiment motivé du fait que ma mère soit de Monipe-Bougou et que je sois en contact avec cette communauté aussi. Donc, pour parler de moi, alors, je pense que vous avez un peu tout dit. J'ai étudié le journalisme et la communication. Et un passage aussi à la Flash, où j'ai étudié les lettres modernes. Donc, j'ai juste bénéficié après d'un programme d'échange aux États-Unis. Et c'est là où je suis allée justement à l'Université du Kansas. Donc, quand j'avais 13 ans, j'ai eu la chance d'adhérer au Parlement national des enfants. Où bien sûr, je pense que mon parcours d'activiste a commencé là-bas véritablement. Et donc, à 18 ans, on n'est plus enfant. Donc, on quitte le Parlement et après, je me suis engagée dans d'autres organisations. Et c'est vraiment en 2019 que j'ai créé mon association, actuellement dont je suis la présidente, mais dont plusieurs personnes sont membres aussi. Donc, prochainement, d'ailleurs, mon mandat prend fin et voilà, je vais passer le pied. Mais quel est le nom de cette association? Le nom en français, c'est les femmes et les jeunes pour le développement. Donc, pour faire court, et vous savez, en son rail, oui, ça veut dire femme. Donc, Mali, oui, et c'est ça que le sigle veut dire quand vous avez essayé de le dire en anglais. Mais c'est femmes et les jeunes pour le développement. Donc, on travaille beaucoup avec les femmes et les jeunes, que ce soit à Bamako, que ce soit un peu dans la zone du Mandé et même à Tombouctou. Merci. Merci. Sadia Touré d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, le sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est votre livre, votre dernier roman, après le premier, L'éveil des silencieuses. Sadia Touré. L'éveil des silencieuses. Alors, pouvez-vous nous expliquer ce jeu de mots donc, qui fait le titre de votre roman? D'accord. Parce que éveil et silencieuse sont contradictoires. Exactement. C'est très contradictoire. Donc, dans ce livre, déjà, je pense que vous avez un peu lu, c'est que j'ai vraiment eu envie de ressortir la solitude dans le silence. Donc, et vous avez vu que c'est deux
personnages principaux, Doussou et Alia, vont malheureusement vivre le veuvage. Et on va dire que c'est ce veuvage qui va peut-être être le déclic pour qu'elle puisse rompre avec le silence, qu'elle puisse rompre avec cette vie faite de silence, de solitude, de douleur. Et donc, d'une part, c'est le deuil qui a permis à ce qu'elles soient, je ne vais pas dire éveillées, mais à ce que leur conscience se réveille. Et après, bien sûr, c'était des anciennes silencieuses qui... voilà, donc c'est ça qui explique un peu ce jeu de mots. Donc, avant qu'on aille à ces personnages principaux, votre livre, la composition de votre livre, alors, est quand même exceptionnelle, c'est original et ça a un sens peut-être caché. Votre livre est composé comme suit. Première partie, Alia Diko. Deuxième partie, Doussou Camara. Troisième partie, Alia Diko. Quatrième partie, Doussou Camara. Cinquième partie, Alia Diko. Sixième partie, Doussou Camara. Donc, cette division et cette organisation, comment vous est-elle venue? Parce que les deux dernières parties, septième partie, ça n'a pas de titre, huitième partie, ça n'a pas de titre et ça finit par l'épilogue. Comment ça vous est venu? D'accord. Donc, les premières parties, Alia et Doussou, c'était... il y avait une narratrice, il y avait un troisième observateur, on va dire, qui était en train de leur raconter. Donc, c'est comme ça que les premières parties se sont composées. Donc, il y a un narrateur qui racontait l'histoire de Alia. Il y avait aussi un autre narrateur qui racontait l'histoire de Doussou. Et c'est vraiment vers la septième partie, comme vous l'avez dit. Et là, il n'y a pas de titre, parce que justement, c'était elle en ce moment qui s'est racontée. Donc, elle racontait un peu la suite, justement, de ce que le narrateur avait déjà commencé. Et ensuite, l'épilogue, c'était encore la narratrice qui est venue et qui a raconté aussi comment leur rencontre et comment le roman aussi allait se finir. Donc, l'organisation, c'était comme ça. Et comme vous l'avez dit, c'était fait de sorte que une autre personne les raconte et ensuite elle-même, elle se raconte pour que justement les lecteurs puissent bien comprendre leur personnage. Mélanger les points de vue, l'utilisation exacerbée de la troisième personne, donc ce qui caractérise le récit, mais aussi souvent le rythme du jeu lyrique au jeu et toujours un autre peut-être. Oui, c'était la troisième personne, comme j'ai dit, c'était le narrateur qui parlait. Et là où il y avait le jeu, c'était lorsqu'elle était en train elle-même de se raconter. Donc là, en ce moment, il n'y avait pas une autre personne qui était là. On a parlé des personnages. Donc, Alia est l'un des principaux personnages et que vous présentez de cette façon. Alia, et d'ailleurs, ça parcourt un peu tout le livre. Vous dites, Alia est une très belle jeune dame. Elle est grande de taille, avec une corpulence moyenne, ni mince, ni grosse. Elle était au juste milieu. Ça vous fait sourire? Est-ce qu'il y a un peu de vous dans ce livre? Pas forcément moi, mais oui, disons qu'il y a un peu mes empreintes. Mais oui. Notamment dans le personnage d'Alia. Une petite empreinte de moi, et ça c'est vraiment pas forcément physique ou
mais l'un des traits de caractère ou de personnalité de Alia, comme par exemple le fait qu'elle adore lire. Si nous continuons notre récit, on sera tenté de dire oui, parce que vous dites elle était belle, elle dégageait un charisme, son teint noir chocolaté. Ce n'est pas nous qui l'avons écrit, mais c'est vous. Oui, c'est moi qui l'ai écrit. C'est le narrateur. Il était très difficile de dire qu'elle était de teint noir ou clair. Ses yeux étaient ses plus grands atouts, soutenus par un nez bien pointu et des petites... Sauf que là, maintenant, c'est pas moi. Oui, on n'a pas dit que c'est vous, mais si on va au fond, est-ce qu'il y a quelque chose de vous dans ce livre? Oui, un peu de moi dans le personnage d'Alia. Je crois qu'il y a beaucoup de vous dans ce livre parce que vous êtes très, très, très engagé contre toutes les formes d'injustice et de violence. Et d'ailleurs, c'est un fait divers qui a été, je dirais à votre place, peut-être le déclic de ce livre-là. Vous avez dit à Djogou Sidibé, 71 ans, victime de la barbarie et de l'ignorance humaine. Son corps a été retrouvé le 30 juillet 2022, jeté dans un sac parmi les eaux en pleine brousse. Son corps mutilé, brûlé par les Ku Klux Klan de son village. Le seul tort de cette femme fut d'avoir eu le mérite de défendre sa dignité. Vous citez les Ku Klux Klan, et ça nous remet d'ailleurs dans l'histoire des États-Unis, donc la lutte contre l'esclavage à cette époque, la guerre de sécession. Et les Ku Klux Klan, c'était une vraiment organisation terroriste qui faisait tout pour faire peur aux Noirs afin qu'ils puissent peut-être même quitter les États-Unis. C'est ça le motif de votre livre. Qu'est-ce qui vous a donné cette motivation, cette inspiration? D'accord. Donc, comme je l'ai dit, le thème principal vraiment, c'est l'esclavage par ascendance, et notamment que je mets en évidence dans le personnage de Doussou, qu'il a vécu, on va dire, par alliance, parce que Doussou n'est pas né dans une famille esclave. Elle est née noble. Exactement. Oui. Donc, son seul tort aussi sera d'aimer un esclave et tout, donc, et toute une communauté sera là pour s'opposer à cet amour-là. Donc, pour revenir un peu, l'essence du livre, effectivement, c'est parler justement de cette question d'esclavage par ascendance qui existe un peu, on va dire, même dans beaucoup de localités de notre pays, mais qui a une manifestation assez violente dans la région de Kaï. Et d'ailleurs, vous avez lu justement le cas de Doussou, le cas de Djogou, celle qui a été assassinée. Ce n'est pas un fait divers et ce n'est pas un cas isolé parce qu'il y a beaucoup de situations comme ça, beaucoup d'assassinats, de violences liées à cette pratique-là, mais c'est juste que les réseaux sociaux ont fait connaître l'histoire de Djogou et c'est comme ça que beaucoup de personnes d'ailleurs ont appris la pratique. Mais moi, depuis 2019 déjà, j'ai commencé à travailler sur un programme. C'est comme ça que j'ai été en contact justement avec cette population et qui m'a donné le déclic pour pouvoir écrire ce livre. D'ailleurs, j'ai fini la rédaction, j'ai soumis le manuscrit en octobre 2021. Et donc, c'est quelques mois plus tard que l'histoire de Djogou va faire le tollé sur les réseaux sociaux. Et pour montrer que c'est toujours un fait d'actualité, j'ai vraiment eu envie de lui faire une dédicace parce que son histoire était très tragique quand même. Et effectivement, on n'est pas loin vraiment de ce qui s'est passé aux États-Unis au moment du Ku Klux Klan parce que il y a aussi beaucoup de jeunes aussi qui sont organisés. Il y a tout un système, de la société dans la région de Kaï qui est organisé justement pour dissuader toute tentative de rébellion ou toute tentative de résistance. Vous parlez de tentative de rébellion. Madi. Madi incarne cette révolte contre un système donc bien défini par vous d'ailleurs, l'esclavage. Alors, Madi se révolte contre cet esclavage
Et Doussou s'est mis avec Madou. Et d'ailleurs, il y a un passage horrible dans le livre, caractérisé par la violence, donc, et le viol collectif, ce viol collectif. Mais c'est horrible ça. Comment avez-vous eu la force de mettre ça à la portée de votre lecteur? Est-ce que c'est cette idée de dire plus jamais ça? Oui, vous savez, dans notre société, ça c'est en général, le viol est tellement banalisé aujourd'hui. Et rien qu'à entendre souvent les discours ou à accuser d'ailleurs la victime, à la faire culpabiliser, mais elle n'était pas bien habillée, elle m'a provoqué, elle a fait ci, elle a fait ça. Pourtant, on a beaucoup de rapports aussi qui montrent qu'il y a des victimes qui vivent dans... C'est des membres de la famille, qu'il y a des victimes, des enfants qui n'ont rien en fait de sexuel pour pouvoir provoquer quelqu'un. Donc ça, j'ai vraiment eu envie de faire ressortir la violence que revêt le viol pour que justement mes lecteurs puissent s'incruster qu'ils puissent imaginer qu'est-ce qu'une femme peut ressentir et c'est quoi un viol en vrai. Et surtout un viol collectif. Il y a des termes ici qu'on existe, que surtout les jeunes, hein, c'est un jargon utilisé par les jeunes. En bambara, c'est chat. Donc, c'est tellement fréquent d'entendre souvent un groupe de jeunes qui tombent sur une fille et organisent un viol collectif sur la fille. Et justement, qui est même ironisé sur les réseaux sociaux et tout. Donc, ça, vraiment, j'ai envie de banaliser, faire très banalisé. Donc, j'ai eu envie de faire ressortir comment on déshumanise les femmes par rapport au viol. Donc, oui, ça, j'ai eu envie de faire ressortir la violence. Vous l'écrivez et on va en parler à nos téléspectateurs. Samba, s'il te plaît, à cause de Dieu, ne me fais pas ça. C'est maintenant que tu me supplies, espèce de pute. Quand tu m'avais humilié en épousant ce pauvre esclave, alors que tes parents avaient pris ta dot, tu n'avais pas pensé à Dieu. Alors, assume. Samba, il pressa sa bouche de nouveau, puis l'impensable arriva et la pénétra brutalement. Doussou perdit la notion de temps. Elle semblait spectatrice de sa vie. Elle n'eut plus la force de crier, ni de se débattre, à nous écouter déjà. Vous développez beaucoup d'émotions. Ouais. Et pourtant, c'est vous qui l'avez écrit. Ouais. Alors, dans quel état d'esprit étiez-vous quand vous écrivez ces choses-là? Mon travail aussi d'activiste fait que je suis au contact des victimes, au contact des personnes qui ont vécu ces choses horribles. Donc, je pense que c'est aussi ce contact avec le réel, le vécu de certaines femmes que j'approche ou que j'appuie justement, que ce soit notamment en lien avec les VBG, parce que le viol, c'est une violence basée sur le genre. Donc, cela me permet de décrire les émotions parce que je vois un peu comment ces femmes se sentent après, comment elles ont même du mal à raconter elles-mêmes leurs histoires. Et c'est toujours dans le même état quand j'entends un témoignage, dans le cadre de mon travail, j'écoute une victime d'une violence. Donc oui, c'est très dur pour moi d'écrire tout ça et de les entendre encore plus parce que c'est comme si on revivait ce que l'autre nous racontait encore et tout. Donc oui, c'est difficile de l'écrire, mais après, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que
dans ce livre, vraiment, j'ai eu envie de faire ressortir que la vie elle-même n'est pas rose. Le tragique est partout autour de nous et ça n'arrive pas forcément qu'aux autres. Et d'ailleurs, vous avez formé ce couple-là. Doussou, Madi, on dirait que l'autre appelait un couple machin chouette dans l'aventure ambiguë. Doussou, Madi. Doussou est né d'une famille noble, mais qui refuse celui qui est en France et qui épouse Madi, un esclave. Vous avez fait ce couple-là de révolter. Donc, mais est-ce que c'est pour vraiment agir davantage sur votre lecteur et dire donc plus jamais? Oui. Comment avez-vous fabriqué ce couple-là? Alors d'abord, il faut savoir que je n'ai pas fabriqué le couple. C'est toujours aussi un témoignage que j'ai recueilli. Et donc l'histoire de Doussou, Doussou n'est pas un personnage fictif. Doussou a vraiment son histoire est vraie, tout ce qui s'est passé. Et ça, je l'ai recueilli bien évidemment des témoignages et tout quand une grande partie de la population s'est déplacée de Caï, des violences de Caï pour venir à Bamako. Donc, et justement, bien sûr, il y avait beaucoup de témoignages des esclaves qui s'étaient mariés entre eux. Mais la particularité de Doussou, c'est que quand on regarde tout ce qu'elle laisse tomber, tous les privilèges liés à son statut social de noble, et tous les privilèges surtout pour une personne qui connaît un peu comment ça se passe dans les régions, de se marier à un Tounkaraké, à un aventurier qui vit en France, qui va bien sûr encore, qui est aussi noble de surcroît. Donc quand on regarde au fait tout ce que Doussou a laissé, comment elle a tant sacrifié par amour, c'est aussi des questionnements même pour moi-même, surtout aujourd'hui que justement l'amour est tellement, tout est tellement devenu matériel de nos jours. Donc moi j'ai vraiment eu envie d'écrire Doussou parce que Doussou représente justement ce courage que beaucoup d'hommes et de femmes n'ont pas, de vivre leurs rêves, de vivre l'amour, malgré justement tout un système social contre deux personnes qui s'aiment. Donc c'est pourquoi, bien sûr, devant une panoplie de témoignages, j'ai eu envie d'écrire l'histoire de Doussou pour montrer justement ces signes de résistance. Alors, votre roman est classé parmi les romans réalistes. Est-ce une influence de vos lectures ou bien aussi une influence de votre métier de journaliste, reporter, chronique? Vous avez parlé de témoignages. Est-ce que il y a une double influence? Et quelles ont été alors donc vos premières lectures? Oui, je lis beaucoup. J'aime beaucoup la lecture, c'est l'un de mes passe-temps favoris. Et comme vous l'avez dit, j'ai aussi pratiqué le métier de journalisme. Donc, il y a aussi... Mon travail me permet d'avoir un regard de sociologue. Je ne suis pas sociologue de formation, mais mon travail, il est sur la société. Donc, cela me permet d'avoir un pied dans la réalité. Donc, ce n'est pas que de la fiction, ce n'est pas que de l'irréel, mais c'est tout ce qui se passe autour de moi que je questionne. Et mes influences de lecture aussi ressortent. Mais mes lectures ne sont pas forcément ailleurs. Moi, j'ai d'abord beaucoup lu des Maliens, des Maliennes, des Africaines, et pour ensuite lire... Vous nous faites penser à Sembène Ousmane ou à Mongo Betty? Oui, j'ai lu Sembène Ousmane, j'ai lu Seydou Badian, et surtout pour venir vers les femmes, Hanan Keïta, Femmes sans avenir, Fatoumata Keïta. Donc, comme pour vous dire que mes influences d'abord sont ici, Aminata Draman, donc voilà, pour aller au Sénégal, Ken Bougou, Laminata Soufal. Des femmes, entre guillemets, rebelles. La plus rebelle, c'est Fatou Diom, donc je ne sais pas, la talentueuse et je ne sais pas, tonitruante Fatou Diom. Ouais. Donc, votre livre, d'ailleurs, est là, et vous l'écrivez
c'est vraiment de la violence. De la violence. De la violence, mais c'est seulement la fin qui est belle. Donc, d'où vous vient cet optimisme-là? Parce qu'on est estomaqué à travers toute la lecture de votre livre, jusqu'à la dernière page, où on dit « Ouf !» Donc, la traversée du désert est finie. On arrive maintenant à la première oasis. Ouais. Comment faites-vous ça? D'accord. Là, l'épilogue, il est profondément... la fin, bien sûr. Oui. J'ai juste eu envie bien sûr, à côté de tout ça, à côté de tout ce qu'on vit, à côté de toutes ces pratiques, j'ai voulu quand même montrer un message d'espoir, une note d'espoir surtout. Oui. Et c'est contradictoire. Donc, ce que vous dites de l'épilogue, vous commencez votre épilogue par une citation de Ernest Hemingway. Ernest Hemingway, je crois que c'est à la 4e tentative de suicide qu'il a réussi à se suicider. Hemingway. Ça, c'est pessimiste, mais votre épilogue optimiste commence par ça. Vous dites, nous devons nous y habituer aux plus importantes croisées des chemins de notre vie. Il n'y a pas de signalisation. Signalisation plutôt, ouais. Et là, c'était pour préparer quand même le lecteur à ce que le cours allait changer quelque part. Aux plus grandes croisées, il n'y a pas de signalisation. Donc, ce n'était pas du tout prévu que Doussou et Alia se rencontrent. Ce n'était surtout pas prévu que ces deux femmes qui finalement au départ étaient très différentes, parce que ce n'était ni le même milieu social, ni la même situation géographique, mais qui se sont retrouvées unies par ce terrible destin qui attend quand même pas mal de femmes, qui est le veuvage. Le veuvage. Donc elles se retrouvent unies justement par cette expérience-là. Et ensuite, elles se rencontrent. Ce n'était pas du tout prévu quand le lecteur va le lire et tout. Donc, elles se rencontrent et après, ça va être une belle histoire de sororité, un début, deux femmes qui se soutiennent, deux femmes qui se soutiennent mutuellement. Donc ça, j'ai eu envie de faire ressortir cela comme note d'espoir, surtout la sororité. Ça, j'ai eu envie de faire ressortir ça. Et en tant que roman réaliste, vous abordez un problème, un sujet vraiment aussi très d'actualité. Donc, l'orpaillage. Ou d'ailleurs, Madi, le mari de Doussou, va mourir. Ouais. Alors, est-ce à dire aussi que l'orpaillage est un danger à côté de l'esclavage, à côté du viol collectif et à côté de toutes ces violences que l'on peut rencontrer? Est-ce une leçon aux jeunes surtout qui désertent tous maintenant pour aller dans les zones d'orpaillage? Oui, l'esclavage par ascendance, j'ai surtout... Ça, c'était vraiment ma touche de praticienne, ou bien celle qui fait des recherches, mais j'ai eu envie de mettre en avant le fait comment la pratique de l'esclavage par ascendance peut pousser à plusieurs problèmes de société comme les migrations forcées, quand la population se déplace, les conflits intercommunautaires qui favorisent aussi le départ de certains, soit à l'aventure, soit à l'orpaillage traditionnel, qui pourtant aussi on se jette dans la gueule du loup parce que c'est pas tout le monde qui va avoir de l'or, et non seulement au-delà du danger de se faire tomber la mine dessus, il y a aussi les dangers des maladies liées à toutes les substances que l'orpailleur, dont il est exposé, la cyanure et pas mal de substances. Donc oui, j'ai eu envie de sortir comment toutes ces pratiques-là peuvent favoriser au fait plusieurs problèmes sociaux du genre. Donc, oui, l'orpaillage traditionnel, il est dangereux pour les jeunes et malheureusement, on assiste à beaucoup de jeunes qui partent de plus en plus à l'orpaillage sans tenir compte des dangers et de tout. Donc,
Ouais. et qui abandonnent même les études. Alors, Doussou, votre motivation finalement de ce livre, en quelques mots? Ma motivation... Ça sera votre mot de la fin. Oui, alors ma motivation, c'était vraiment que le lecteur découvre cette pratique d'un autre âge qui se fait chez nous, et surtout que le lecteur puisse comprendre tous les enjeux liés à cette pratique-là, parce qu'il y a beaucoup de rapports, mais c'est la compréhension qui manque. Donc avec des versions romancées, le lecteur, il se pose des questions. Donc ma motivation et mon principal message, c'est pousser les lecteurs à remettre en question certaines pratiques de notre société. Dont l'esclavage. Ouais. Et votre livre, L'éveil des silencieuses, le roman L'éveil des silencieuses, est publié aux éditions L'Harmattan, Guinée. Oui. Et donc, merci. Merci beaucoup. Tous les remerciements de Mandé TV à Sadia Touré et chers téléspectateurs de Mandé TV. Ainsi prend fin notre café littéraire dont le sujet était L'éveil des silencieuses, le roman de Sadia Touré. Et on se donne un autre rendez-vous pour un autre café. Merci à Mandé TV. Merci. Merci.